Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sophie ajusta ses boucles d'oreilles vintage une dernière fois. En observant son reflet dans le miroir antique de la boutique, la douce lumière de l'après-midi filtrant à travers la vitrine de Brooklyn créait des reflets dorés dans ses cheveux châtain roux, et pendant un instant, elle se sentit belle, le genre de beauté qui lui fit penser aux mains de James Carver, traçant le contour de sa clavicule la veille au soir. Son téléphone vibra contre le comptoir de verre, affichant le nom de James Carver, et instantanément, son pouls s'accéléra. Il avait occupé ses pensées toute la matinée, surtout après la manière dont il avait murmuré son nom avant de quitter son appartement à l'aube. Sophie regarda autour d'elle dans la boutique vide. Madame Lynn était à l'heure du déjeuner, et le prochain client n'était pas attendu avant 1 heure. Parfait timing. Ses doigts glissèrent sur l'écran avec une assurance maîtrisée, composant des mots qui le feraient penser à elle pour le reste de sa journée de travail. Je ne peux pas arrêter de penser à hier soir. La façon dont tu m'as touché. J'ai envie de sentir tes mains sur moi à nouveau. Ce soir, je suis entièrement à toi. Sans limite. Dis-moi ce que tu veux me faire. Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir se raviser, cette familiarité audacieuse réchauffant sa poitrine. Sophie avait toujours été directe sur ce qu'elle voulait, et James Carver aimait ça chez elle, ou du moins, elle espérait qu'il l'aimait. Mais lorsqu'elle posa le téléphone, quelque chose clochait. Une petite voix au fond de son esprit lui soufflait de vérifier, mais elle l'ignora. Elle avait envoyé des centaines de messages à James Carver. Elle connaissait son numéro par cœur, n'est-ce pas? Pendant ce temps, 30 étages au-dessus de Manhattan, dans un bureau aux parois de verre donnant sur la ville comme un trône, James Carver examinait des rapports trimestriels lorsque son téléphone sonna. Il recevait rarement des messages personnels pendant les heures de travail. Sa vie était planifiée à la minute près, chaque interaction calculée et intentionnelle. Le numéro inconnu le fit hésiter. James Carver ne traitait pas avec des numéros inconnus. Son assistante filtrait tout. Ses contacts étaient vérifiés, et les communications spontanées étaient quelque chose qu'il avait systématiquement éliminé de son existence. Pourtant, un message audacieux et explicite s'affichait sur son écran, comme un défi à son monde parfaitement contrôlé. Il le lut 1 fois. 2 fois. Les mots étaient directs, provocateurs et étrangement rafraîchissants. Dans son univers de discours corporatifs et de conversations soigneusement construites, cette honnêteté brute était presque choquante. James s'adossa à son fauteuil en cuir, la ville s'étendant sous lui comme un échiquier. Il avait bâti son empire en lisant les gens, en comprenant ce qu'ils voulaient avant même qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Ce message, ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un offrait exactement ce que beaucoup de femmes lui avaient offert auparavant, mais avec un manque de prétention rafraîchissant. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. La plupart des hommes auraient simplement ignoré le message, peut être répondu par un mauvais numéro, mais James Carver n'était pas la plupart des hommes. Il était avant tout un homme d'affaires, et cela ressemblait à une affaire. Proposition intéressante, tapa-t-il. 3000 $ pour 3 heures. Mon pantouse demain a dit à 9 heures, discret, professionnel, sans complications. Êtes-vous disponible? Il appuya sur envoyer sans hésiter. Si c'était ce qu'il pensait, la transaction serait simple et directe. Sinon, il le découvrirait bien assez tôt. Le téléphone de Sophie vibra juste au moment où elle aidait un client à choisir entre 2 écharpes en soie. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, et sentit son estomac se nouer. La réponse ne venait pas de James Carver. C'était un numéro inconnu, et les mots firent trembler ses mains. Juste 1 seconde, parvint-elle à dire au client, se positionnant derrière le comptoir avec des doigts tremblants. Elle relut le message, chaque mot la frappant comme de l'eau glacée, 3000 $. Penthouse. Professionnel. L'implication était limpide, et c'était mortifiant. Ses doigts volèrent sur l'écran. Mon Dieu, je suis tellement désolé. C'était destiné à quelqu'un d'autre. Complètement mauvais numéro. Veuillez supprimer ça et faire comme si ça n'était jamais arrivé. La réponse arriva presque immédiatement. Je comprends. Cependant, vous avez présenté une offre, et j'ai fait une contre-offre. La refusez-vous? Sophie fixa le téléphone, déchirée entre l'horreur et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. Il y avait quelque chose dans la réponse, si contrôlée, si factuelle, qui l'intriguait malgré son embarras. Je ne faisais pas une offre, tapa-t-elle. Ce message était privé et personnel, envoyé à la mauvaise personne par erreur. Tout est une affaire, mademoiselle Sophie, vint la réponse. Et non, tout n'est pas une affaire. Sophie, même par texte, son nom semblait avoir du poids quand il l'écrivait. Je suis James Carver, et je ne suis pas d'accord. Vous avez interrompu mon après-midi avec une proposition plutôt vivante. Le moins que vous puissiez faire est de considérer ma réponse. Elle aurait dû s'arrêter là, s'excuser une fois de plus et bloquer le numéro, mais quelque chose dans sa franchise, la manière dont il semblait totalement imperturbable face à son embarras, la rendait curieuse. Pensiez-vous vraiment que j'étais
Tapaté, elle, puis elle effaça. Hey commence. Répondez-vous toujours aux messages aléatoires en proposant de l'argent? Je réponds aux opportunités. Vous en avez présenté une. Je l'ai évaluée et j'ai fait une offre. C'est comme ça que fonctionnent les affaires. Ce ne sont pas des affaires, James Carver. C'est de ma vie dont vous parlez. Tout n'est-il pas une transaction, Sophie? Le temps, l'attention, l'affection, nous échangeons tous quelque chose contre autre chose. Le client tout sauta, rappelant à Sophie où elle était. Elle leva les yeux pour voir la femme tapoter sa montre avec impatience. Je prends les 2 écharpes, annonça le client, clairement irrité par le retard. Pendant que Sophie traitait la vente, son téléphone continuait de vibrer avec des messages de James Carver. Chaque réponse était plus intrigante que la précédente, chacune l'entraînant plus profondément dans une conversation qu'elle n'avait jamais voulu avoir. Quand le client partit, Sophie réalisa qu'elle avait retenu son souffle. Elle baissa les yeux sur son téléphone, sur cet échange étrange avec un homme qui parlait en absolu et voyait le monde en termes de négociation. Qui était James Carver? Et pourquoi ne pouvait-elle s'empêcher de vouloir savoir ce qu'il dirait ensuite? Le reste de l'après-midi passa dans un brouillard pour Sophie. Chaque fois qu'elle essayait de se concentrer sur l'organisation des vêtements ou d'aider les clients occasionnels, son téléphone vibrait à nouveau. James Carver, ce nom commençait à résonner dans son esprit comme une énigme qu'elle ne pouvait résoudre. Êtes-vous toujours là, Sophie? Le message apparut sur son écran à 15h30. Elle hésita, les doigts au-dessus du clavier. La chose sensée serait de bloquer le numéro et de passer à autre chose. Mais il y avait quelque chose de magnétique dans la manière dont il écrivait son nom, comme s'il s'agissait d'une équation qu'il essayait de résoudre. Malheureusement, oui, répondit-elle. Et vous, toujours là à faire des propositions indécentes à des inconnus? Seulement aux intéressants? Sophie sentit la chaleur monter le long de son cou. Il avait une manière de transformer chaque échange en jeu, et contre son meilleur jugement, elle aimait jouer. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je suis intéressante? Vous ne me connaissez même pas. Vous répondez. La simplicité de la réponse la laissa sans voix pendant un moment. Il avait raison. Elle répondait, participant à cette étrange danse, alors qu'elle pouvait simplement l'ignorer. Dans son bureau, James Carver repoussa les rapports de côté. Sophie était devenue plus intéressante que n'importe quelle projection financière. Il y avait une authenticité dans ses réponses qui l'intriguait, aucun jeu élaboré, aucune tentative évidente de l'impressionner. Elle était directe, même lorsqu'elle était clairement hors de sa zone de confort. Son assistante, Clara, apparut dans l'encadrement de la porte avec une pile de documents. Monsieur Carver, les contrats de fusion sont prêts à être examinés, et le sénateur Thompson a confirmé le dîner pour jeudi. James fit un geste distrait, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Annuler le dîner avec Thompson. Clara fronça les sourcils. Elle travaillait pour James Carver depuis 8 ans et ne l'avait jamais vu annuler un engagement important sur un coup de tête. Monsieur, puis-je demander pourquoi? J'ai quelque chose de plus intéressant à faire jeudi. Quand Clara partit, visiblement confuse, James Carver reporta son attention sur son téléphone. Un nouveau message de Sophie l'attendait. D'accord, je mords à l'hameçon. Qu'est-ce qui pousse un homme comme vous, en supposant que vous êtes bien qui vous dites, à répondre à un message comme celui-là au lieu de simplement le supprimer? James Carver sourit, une expression rare sur son visage habituellement contrôlé. Peut-être que je m'ennuie. Comme c'est triste. Un homme puissant qui s'ennuie est un homme dangereux. Pensez-vous que je suis dangereux? Il y eut une longue pause avant que sa réponse n'arrive. Je commence à penser que vous pourriez l'être. Sophie ferma la boutique à 18h, mais au lieu de rentrer directement chez elle, elle s'assit sur le banc à l'extérieur, incapable d'arrêter de taper. La conversation avait évolué en quelque chose qu'elle ne pouvait définir à la fois provocation, interrogatoire et flirt. Parlez-moi de vous, vint le message de James Carver. Est-ce une partie de votre évaluation d'opportunité? Pure curiosité. J'ai 26 ans, je travaille dans une boutique à Brooklyn, je vis seul dans un appartement qui tiendrait dans votre placard, et apparemment, j'ai la mauvaise habitude d'envoyer des messages au mauvais numéro. Et l'homme qui était censé recevoir le message original? La question la prit au dépourvu. Elle avait presque oublié Ethan au milieu de cet échange verbal électrisant. C'est compliqué, tapa-t-elle. Les choses les plus intéressantes le sont souvent. Et vous? Parlez-moi du mystérieux James Carver qui fait des offres indécentes à des inconnus. 34 ans, PDG, je vis dans un penthouse qui pourrait probablement contenir tout votre immeuble, et apparemment, j'ai la mauvaise habitude de transformer les malentendus en opportunités. PDG de quoi? De choses ennuyeuses qui rapportent beaucoup d'argent. Sophie éclata de rire, attirant les regards curieux des passants. Il y avait de l'humour derrière son arrogance, une conscience de soi qui rendait sa confiance plus acceptable. Êtes-vous toujours aussi évasif? Êtes-vous toujours aussi curieuse? Touchée, son téléphone vibra avec un appel. Ethan. Pour la première fois en des heures, elle hésita avant de répondre. Salut, dit-elle, sa voix sonnant étrangement coupable. Sophie,
Désolé de ne pas avoir répondu à ton message plus tôt. J'étais en réunion toute la journée. Et si on dînait ce soir? Je peux être chez toi dans 1 heure. Elle regarda le téléphone dans sa main, la conversation avec James Carver toujours ouverte à l'écran. En fait, Ethan, je ne pense pas pouvoir ce soir. Je suis fatigué. Il y eut une pause. Tout va bien? Tu sembles différente. Je vais bien. J'ai juste besoin d'une soirée pour moi. Après avoir raccroché, elle fixa le téléphone un long moment. Un nouveau message de James Carver clignotait à l'écran. Toujours là? Toujours ici? Bien. Je commençais à m'ennuyer à nouveau. Et ce serait terrible, n'est-ce pas? Dévastateur. Sophie sourit, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'excitation de la découverte, de l'inconnu. James Carver était arrogant, autoritaire, et probablement dangereux pour sa tranquillité d'esprit, mais il était aussi intelligent, provocateur, et complètement différent de tous les hommes qu'elle avait rencontrés. James Carver. Oui. Chez Conversation. Où va-t-elle? Il y eut une longue pause avant que la réponse n'arrive. Où vous voulez qu'elle aille, Sophie, mais quelque chose me dit que vous avez déjà décidé. Elle fixa les mots à l'écran, son cœur battant plus vite. Il avait raison. D'une certaine manière, en quelques heures seulement, James Carver avait éveillé en elle une curiosité impossible à ignorer, et la partie la plus effrayante? Elle ne voulait pas l'ignorer. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tapait sa réponse, sachant qu'elle était sur le point de franchir une ligne sans retour. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Sophie avait tapé sa dernière réponse à James Carver, une réponse qu'elle n'avait jamais envoyée. Ses mains avaient tellement tremblé qu'elle avait fini par fermer l'application et se promettre de ne plus l'ouvrir. Mais les promesses que l'on se fait à soi-même sont les plus faciles à rompre. Elle organisait une nouvelle livraison de robes lorsque son téléphone sonna pas un message, un appel, numéro inconnu. Son cœur s'emballa car, d'une certaine manière, elle savait qui c'était. Allô? Sa voix sortit plus hésitante qu'elle ne l'avait prévu. Sophie. La voix était profonde, contrôlée, avec un accent suggérant une éducation coûteuse et du pouvoir. James Carver. Comment avez-vous obtenu mon numéro? J'ai des ressources et de la patience. Vous avez disparu au milieu d'une conversation intéressante. Sophie s'éloigna du comptoir, marchant jusqu'à la vitrine de la boutique. Dehors, Brooklyn continuait son rythme familier. Mais dans sa tête, tout avait changé depuis que cette voix profonde avait prononcé son nom. Yenai pas disparo. J'ai pris une décision sensée. Sensé est un mot ennuyeux. Et vous avez clairement un problème avec l'ennui. Elle l'entendit rire un son grave et riche qui fit se contracter quelque chose dans son estomac. Dîner avec moi ce soir. Absolument pas. Pourquoi? Parce que vous êtes un inconnu qui fait des offres inappropriées et qui obtient apparemment des numéros de téléphone de personnes qui ne les ont pas donnés. Touché. Mais vous êtes curieuse à mon sujet. Si ce n'était pas le cas, vous auriez bloqué mon numéro il y a 3 jours. Sophie ferma les yeux, détestant qu'il ait raison. James Carver, le Riverside, 20h. Si vous ne venez pas, je promets de ne plus jamais vous déranger. L'appel se termina avant qu'elle ne puisse répondre. Sophie fixa le téléphone, déchirée entre la frustration et une excitation qu'elle ne voulait pas admettre. Le Riverside était l'un des restaurants les plus chers de Manhattan, le genre d'endroit qui apparaissait dans les magazines de luxe et où un verre de vin coûtait plus que ce qu'elle gagnait en une journée. James Carver ajusta ses manchettes de chemise pour la 3e fois en 5 minutes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti nerveux avant un rendez-vous nerveux à propos de quoi que ce soit. D'ailleurs, sa vie était construite sur des certitudes, mais Sophie Bennett était devenue une belle incertitude. À 20-15, il commençait à accepter qu'elle ne viendrait pas lorsqu'il la vit. Sophie entra dans le Riverside comme si elle envahissait un monde auquel elle n'appartenait pas, ce que James Carver réalisa être exactement le cas. Elle portait une robe noire simple qui avait probablement coûté moins que le pourboire qu'il donnerait au serveur, mais il y avait en elle une élégance naturelle qui rendait les femmes parées de bijoux aux autres tables presque surchargées. « Vous êtes venu, dit-il, se levant à son approche. Contre mon meilleur jugement. Sophie s'assit, ses yeux balayant l'environnement au pull. Cet endroit est beaucoup. On s'y habituait. Je ne suis pas sûr de vouloir m'y habituer. James Carver étudia son visage, la manière dont elle tenait ses épaules légèrement tendues, comment ses yeux évitaient de croiser les siens directement. Vous êtes nerveuse. Je ne suis pas nerveuse. Je suis prudente. C'est différent. Quelle est la différence? Être nerveuse implique que je me soucie de ce que vous pensez de moi. Être prudente signifie que je sais que je devrais fuir. James Carver sourit. Et pourquoi ne fuyez-vous pas? Sophie croisa enfin son regard. Je suis encore en train de décider. Le dîner se déroula comme une danse prudente, chacun testant les limites de l'autre, avançant et reculant dans un rythme qui était à la fois séduction et négociation. James Carver découvrit que Sophie était plus intelligente qu'il ne l'avait prévu, plus stimulante aussi. Elle n'était pas impressionnée par son argent ou son pouvoir, et cela était rafraîchissant. Pourquoi m'avez-vous vraiment invité ici?
demanda Sophie lorsqu'ils en étaient au dessert, qu'elle avait à peine touché. Proposition d'affaires. Ah, nous y revoilà. James Carver se pencha en avant, baissant la voix. 3 mois, 10 000 $ par mois. Vous m'accompagnez à des événements sociaux, des dîners, quelques voyages, rien de plus. Sophie manqua de s'étouffer avec son vin. Êtes-vous sérieux? Tout à fait. Pourquoi ferais-je ça? Parce que vous avez besoin d'argent, et j'ai besoin d'une compagnie sans arrière-pensée. Comment savez-vous que j'ai besoin d'argent? James Carver hésita. Il avait enquêté sur Sophie, découvert l'appartement en location, le travail à la boutique, les factures médicales de sa mère, mais quelque chose dans la vulnérabilité de ses yeux l'empêcha de révéler à quel point il avait creusé. Intuition, ment-il. Sophie rit, mais sans humour. 30 000 $ pour faire semblant de vous aimer pendant 3 mois? Pour m'accompagner. M'aimer est optionnel. Elle se leva brusquement. Merci pour le dîner, James Carver. Mais je ne suis pas à vendre. Il la regarda se diriger vers la porte, une partie de lui admirant sa dignité, une autre se demandant s'il avait mal calculé. Mais lorsqu'elle atteignit la porte, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran, et il vit son visage pâlir. Sophie répondit, sortant du restaurant. James Carver ne pouvait pas entendre la conversation, mais à travers la vitre, il vit l'exact moment où ses épaules s'effondrèrent, lorsqu'elle s'appuya contre le mur, comme si le monde s'était écroulé sur elle. Quand elle revint, ses yeux étaient rouges mais secs. « Ma mère », dit-elle simplement. « Le cancer s'est propagé. Il y a un traitement expérimental, mais l'assurance ne le couvre pas. » James Carver ne dit rien, attendant simplement. 15 000 $ par mois, dit Sophie, sa voix ferme malgré les larmes dans ses yeux. 6 mois. Et pendant les 2 premières semaines, vous ne me touchez pas. Pas même une poignée de main. Marché conclu. Et si je décide que je ne peux plus le faire, je peux partir à tout moment. James Carver tendit la main. Marché conclu. Sophie regarda sa main un long moment avant de la serrer. Le contact fut bref, professionnel, mais James Carver sentit comme une décharge électrique parcourir sa peau. Ce n'est pas à propos de vous ou de moi, dit Sophie, ses mots s'adressant plus à elle-même qu'à lui. C'est pour ma mère. Bien sûr, acquiesça James Carver. Mais ils savaient tous deux qu'elle mentait. En regardant Sophie signer le contrat que son avocat avait préparé en un temps record, James Carver se demanda s'il achetait sa compagnie ou s'il venait de conclure l'affaire la plus dangereuse de sa vie. Une semaine plus tard, Sophie se retrouva dans le miroir d'une cabine d'essayage de Bergdorf Goodman, fixant une version d'elle-même qu'elle reconnaissait à peine. La robe en soie bleu marine coûtait plus que son revenu de 3 mois. La personnal shopper que James Carver avait engagée tournait autour d'elle comme une artiste perfectionnant son chef-d'œuvre. « Parfait pour le dîner de charité de ce soir », murmura la femme, ajustant un pli invisible. Carver a un goût impeccable. Sophie se mordit la langue pour ne pas répondre que James Carver n'avait pas choisi la robe. Il lui avait simplement donné une limite de dépenses qui lui donnait le vertige. Au cours des dernières semaines, elle avait été mesurée, habillée, stylée et formée à l'étiquette sociale comme une poupée préparée pour un spectacle. Son téléphone vibra, un message de James Carver. « Le chauffeur sera là dans 20 minutes. Êtes-vous prête ?» « Définissez prête », tapa-t-elle en retour. « Affronter 50 des hommes les plus puissants de New York en prétendant appartenir à votre monde ?» Bien sûr. La réponse arriva rapidement. « Vous n'avez rien à prétendre. Soyez juste vous-même. » Sophie rit amèrement. Facile à dire pour lui. James Carver était né dans ce monde. Pour elle, chaque événement était comme jouer dans une langue étrangère. La voiture qui vint la chercher n'était pas juste une voiture, c'était une déclaration sur eau. Sophie s'enfonça dans le cuir souple, essayant de ne pas calculer combien de mois de loyer coûtait ce siège. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel Plaza, James Carver l'attendait à l'entrée, éblouissant dans un smoking qui semblait avoir été fait sur mesure pour lui. « Vous êtes magnifique, dit-il, lui offrant son bras. Vous semblez surpris. Je suis toujours surpris quand quelqu'un dépasse mes attentes. » Sophie prit son bras, faisant semblant de ne pas remarquer comment ce contact envoyait de petites décharges à travers sa peau. « Et vos attentes pour moi étaient basses. Mes attentes pour tout le monde sont basses. C'est plus sûr ainsi. » La salle de bal était une mer de robes coûteuses et de smoking sous des lustres en cristal. Sophie reconnut des visages de magazines politiciens, acteurs, héritiers de fortune. Et elle était là, une vendeuse de boutique de Brooklyn, marchant parmi eux comme si elle avait le droit d'être là. « Détendez-vous », murmura James Carver à son oreille, sa main reposant légèrement sur son dos. « Vous êtes tendu comme un ressort. C'est facile de se détendre quand c'est votre habitat naturel. Ce n'était jamais mon habitat naturel, Sophie. J'ai juste appris à le naviguer. » Elle le regarda, surprise par son honnêteté. « Que voulez-vous dire ?» Mais avant que James Carver ne puisse répondre, un homme plus âgé s'approcha, un sénateur d'après ce que Sophie se souvenait du briefing que James Carver lui avait donné. « James Carver ? Et ce doit être Sophie dont nous avons tant entendu parler. » Sophie sourit poliment,
mais à l'intérieur, elle se demandait ce que James Carver avait exactement dit à son sujet et à qui. « C'est un plaisir de vous rencontrer, sénateur. Le plaisir est pour moi. James Carver nous a dit que vous travaillez dans la préservation de la mode vintage. Un domaine fascinant. » Sophie cligna des yeux. « Préservation de la mode vintage ?» Elle ouvrit la bouche pour le corriger, mais sentit la main de James Carver serrer doucement sa taille, un avertissement silencieux. « C'est une passion, parvint-elle à dire. » La soirée continua ainsi, James Carver tissant un réseau élaboré de demi-vérités sur le passé de Sophie, transformant sa vraie vie en quelque chose de palatable pour ce public. Elle était la conservatrice indépendante, la spécialiste de la durabilité de la mode, la jeune entrepreneuse avec une vision unique du marché. Pendant le dîner, assise entre un juge fédéral et l'épouse d'un magnat du pétrole, Sophie se surprit non seulement à survivre, mais à participer activement aux conversations. Ses opinions sur la gentrification urbaine furent écoutées avec intérêt. Ses observations sur les inégalités sociales déclenchèrent des discussions animées. « Vous êtes une sacrée surprise », dit Madame Reynolds, l'épouse du magnat. James Carver amène généralement des compagnes plus décoratives. Sophie manqua de s'étouffer avec son vin. D'autres compagnes? Oh, ma chère, vous ne saviez pas. Notre James Carver collectionne les belles femmes comme des œuvres d'art, admirables pendant un temps, puis remplacées par des modèles plus récents. Sophie sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Elle regarda de l'autre côté de la table James Carver, qui était absorbé par une conversation sur les fusions d'entreprises, apparemment inconscient de la bombe qui venait d'exploser dans son monde. Dans la voiture qui la ramenait chez elle, le silence était assourdissant. James Carver tenta plusieurs fois d'engager la conversation, mais Sophie répondit par monosyllabes, fixant par la fenêtre comme si Manhattan était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais vue. « Allez-vous me dire ce qui ne va pas? Ou allons-nous prétendre que ce silence est confortable ?» demanda-t-il enfin. « D'autres compagnes, James Carver? Combien de femmes sont passées par ce même processus avant moi ?» James Carver soupira. « Sophie, combien ?» répéta-t-elle, elle, se tournant pour lui faire face. « Est-ce que ça compte? » « Ça compte pour moi. » James Carver resta silencieux un long moment. « 3, peut être 4. Jamais rien de tel. De tel que quoi? Jamais pendant 6 mois. Jamais avec des complications. Des complications. » James Carver la fixa, et Sophie vit quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait nommer. « Vous, Sophie, vous êtes la complication. » La voiture s'arrêta devant l'immeuble de Sophie. Elle ouvrit la porte mais hésita. « Cette histoire sur la préservation de la mode vintage. Vous travaillez dans une boutique. Vous prenez soin des vêtements. Ce n'était pas techniquement un mensonge. C'était une réinvention complète de ma réalité. Bienvenue dans mon monde. Ici, la réalité est négociable. » Sophie sortit de la voiture, mais se pencha pour le regarder une dernière fois. « Et si je ne veux pas que ma réalité soit négociable ?» James Carver ne répondit pas immédiatement. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse, moins contrôlée. « Alors peut être que c'est vous qui allez m'apprendre quelque chose de nouveau. » En montant chez elle, Sophie se demanda si James Carver se révélait être un professeur plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé, et la question la plus effrayante de toutes, commençait-elle à apprécier les leçons? Palm Beach au coucher du soleil était comme une peinture aux nuances d'or et de corail. Sophie se tenait sur le balcon de la suite présidentielle, regardant l'océan s'étendre à l'infini devant elle, lorsqu'elle sentit James Carver s'approcher. 3 semaines s'étaient écoulées. Depuis le dîner de charité, 3 semaines d'événements sociaux, de voyages et d'une tension croissante qui menaçait de les consumer. Le gala a été un succès, dit James Carver, s'arrêtant à côté d'elle. Sa cravate était défaite, les premiers boutons de sa chemise ouverts, et Sophie dut se forcer à ne pas regarder la peau exposée. « Définissez succès, répondit-elle, sans quitter l'horizon des yeux. Si c'est par la somme d'argent collectée pour la charité, alors oui. Si c'est par le nombre de fois où j'ai dû prétendre que les blagues du maire étaient drôles, c'était un désastre total. » James Carver rit ce son grave qui faisait toujours se contracter quelque chose dans la poitrine de Sophie. « Vous étiez parfaite, comme toujours. Parfaite. » Sophie se tourna pour lui faire face. « Est-ce ce que vous voulez? Une perfection programmée? Je vous veux, vous. » Les mots sortirent si simplement, si directement, que Sophie sentit l'air s'échapper de ses poumons. Pendant des semaines, ils avaient dansé autour de cette attraction, maintenant une distance respectueuse, suivant les règles du contrat. Mais ici, avec le bruit des vagues noyant le reste du monde, les règles semblaient lointaines et insignifiantes. « James Carver, » commença-t-elle, mais il fit un pas en avant, réduisant l'espace entre eux. « 3 semaines. Sophie. 3 semaines à vous observer, à vous écouter, à découvrir comment fonctionne votre esprit. Et la seule chose que j'ai pu conclure, c'est que vous m'avez complètement perdu. » Sophie sentit son cœur s'emballer. « Nous avons un accord, des règles que j'ai établies parce que je pensais que ce serait plus facile ainsi. » James Carver leva la main,
hésitant un instant avant de toucher doucement son visage. Mais il n'y a rien de facile chez vous, Sophie Bennett. Le contact était doux, presque révérencieux, et Sophie se surprit à s'y abandonner malgré elle. Ça va tout compliquer. C'est déjà compliqué. Et puis il l'embrassa. C'était différent de tous les baisers que Sophie avait connus. James Carver commença lentement, presque prudemment, comme si elle pouvait se briser ou disparaître. Mais quand Sophie répondit, quand ses mains saisirent le devant de sa chemise, et qu'elle se laissa attirer contre lui, le baiser s'intensifia. James Carver l'embrassa, comme s'il essayait de mémoriser son goût, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Sophie se perdit en lui, dans l'odeur de son eau de Cologne mêlée de sel marin, dans la façon dont ses mains s'emmêlaient dans ses cheveux, dans la manière dont il murmurait son nom contre ses lèvres. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. James Carver posa son front contre le sien, les yeux fermés. « Sophie » murmura-t-il, et il y avait quelque chose de presque vulnérable dans la façon dont il prononça son nom. « Je sais » répondit-elle, car elle comprenait. Ce qui se passait entre eux avait franchi les limites du contrat, était devenu quelque chose de réel, d'effrayant et d'impossible à ignorer. James Carver ouvrit les yeux, et Sophie vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de l'incertitude. Où cela nous mène-t-il? Avant que Sophie ne puisse répondre, il l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. Ses mains trouvèrent la peau nue de son dos à travers l'encolure de sa robe, et Sophie sentit chaque terminaison nerveuse s'enflammer. Elle se pressa contre lui, perdue dans la sensation, dans le désir qui s'était accumulé pendant des semaines. Les mains de James Carver tracèrent sa taille, descendirent jusqu'à ses hanches, et Sophie gémit doucement contre ses lèvres. C'était trop, et pas assez à la fois. Elle voulait plus, voulait tout, voulait oublier qu'il y avait des règles ou des raisons ou quoi que ce soit d'autre que cet instant. Mais quand James Carver commença à descendre la fermeture éclair de sa robe, la réalité la frappa comme de l'eau glacée. « Arrêtez » murmura-t-elle, posant ses mains sur sa poitrine. James Carver se figea immédiatement, ses mains s'arrêtant là où elles étaient. « Sophie, je ne peux pas. » Elle s'écarta, ajustant sa robe avec des mains tremblantes. « Pas con mecha, pas collé. » James Carver passa ses mains dans ses cheveux, luttant clairement pour se contrôler. « Je ne voulais pas vous presser. Vous ne m'avez pas pressé. C'est juste. » Sophie se tourna vers l'océan, se serrant dans ses bras. « Si nous faisons cela, ça change tout. Et je ne sais pas si je suis prête à ce que tout change. » James Carver s'approcha, mais garda ses distances, respectant l'espace qu'elle avait créé. « Que voulez-vous, Sophie? » Du temps. Dit-elle enfin. « J'ai besoin de temps pour comprendre ce que cela signifie. » Combien de temps? Je ne sais pas. James Carver resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était plus contrôlée, mais il y avait une chaleur qu'il n'y avait pas auparavant. « De code. Vous valez l'attente, Sophie, peu importe combien de temps cela prendra. » Sophie se tourna pour le regarder, surprise par la patience dans sa voix. C'était l'homme qui contrôlait des empires, qui transformait des décisions en millions, qui n'attendait jamais rien. Et pourtant, il était là, prêt à attendre pour elle. James Carver. Oui. Ce que vous avez dit sur le fait de me vouloir? Était-ce sincère? James Carver s'approcha lentement, s'arrêtant seulement lorsqu'il fut assez proche pour qu'elle sente la chaleur émanant de lui. Chaque mot. Sophie ferma les yeux, essayant de traiter l'intensité de ce qu'elle ressentait. Quand elle les rouvrit, James Carver était toujours là, la regardant comme si elle était une énigme qu'il était déterminé à résoudre. « Est-ce que ça vous fait peur » demanda-t-elle. James Carver considéra la question sérieusement. « Ça devrait, mais étrangement, ça ne me fait pas peur. Vous me donnez envie de choses que je n'avais jamais pensé vouloir. Comme quoi? Comme un avenir que je ne peux pas complètement contrôler. » La brise nocturne apportait le bruit des vagues, et l'odeur de la mer, les enveloppant dans une bulle d'intimité. Sophie savait qu'elle avait franchi une ligne aujourd'hui, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. James Carver n'était plus juste un contrat ou une solution au problème de sa mère. Il devenait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il devenait important. Et en le regardant, voyant comment le clair de lune soulignait les contours de son visage, Sophie se demanda s'il n'était pas déjà trop tard pour protéger son cœur. Le bal de la Fondation Hope était l'événement le plus prestigieux du calendrier social de Manhattan, une soirée où la haute société se rassemblait pour afficher sa générosité et juger secrètement les uns les autres. Sophie se préparait dans le miroir de la salle de bain de la suite de James Carver, ajustant les diamants empruntés qui scintillaient contre sa peau comme des étoiles capturées. 2 semaines s'étaient écoulées depuis Palm Beach, 2 semaines de tensions délicieuses et torturantes, où chaque regard durait une seconde de trop, chaque contact accidentel envoyait des décharges électriques, et chaque bonne nuit se terminait par une lutte pour ne pas briser les barrières que Sophie avait établies. « Êtes-vous prête ?» James Carver apparut derrière elle dans le miroir, éblouissant dans le smoking noir qui mettait en valeur la largeur de ses épaules.
Aussi prête qu'on peut l'être pour affronter 300 personnes qui gagnent probablement en 1 heure ce que je gagne en 1 an, répondit Sophie, se tournant pour lui faire face. James Carver l'étudia avec ce regard intense qu'elle avait appris à reconnaître, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. Vous êtes magnifique. Vous dites toujours ça. Parce que c'est toujours vrai. Sophie sentit la chaleur familière remonter le long de son cou. Même après des semaines, James Carver parvenait encore à la faire sentir comme une adolescente avec son premier béguin. James Carver, commença-t-elle, mais elle fut interrompue par un coup à la porte. Monsieur Carver, la voiture attend, dit la voix du chauffeur. La grande salle de bal du Plaza était transformée en un conte de fées pour adultes, des lustres en cristal réfléchissant une lumière dorée sur des femmes en robe coûtant plus cher que des voitures, et des hommes dont les montres valaient plus que des maisons. Sophie reconnut des visages des pages de la société, des PDG de grandes entreprises, même quelques acteurs hollywoodiens. Respirez, murmura James Carver à son oreille alors qu'il traversait la foule. Vous avez autant votre place ici que tous. Charmant menteur, chuchota-t-elle en retour, mais elle sourit malgré elle. Il discutait avec un groupe de philanthropes lorsque Sophie la vit pour la première fois, une femme qui rendait toutes les autres banales par comparaison grande, avec des cheveux blonds platine relevés en un chignon élégant. Elle portait une robe en soie rouge qui semblait peinte sur son corps parfait, et elle regardait James Carver comme s'il lui appartenait personnellement. Sophie sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac alors que la femme s'approchait, sa démarche une démonstration calculée de confiance et de pouvoir. James Carver, la voix était douce comme du miel, avec un accent suggérant une éducation européenne. Quelle délicieuse surprise! James Carver se raidit à côté de Sophie, sa main se resserrant presque imperceptiblement sur sa taille. Victoria, ne vas-tu pas me présenter à ta compagne? Les yeux de Victoria glissèrent sur Sophie avec la précision d'un scanner, cataloguant et jugeant chaque détail. Sophie Bennett, Victoria Langley, dit James Carver, sa voix soigneusement neutre. Ah, donc vous êtes la nouvelle acquisition de James Carver. Victoria tendit une main parfaitement manucurée. Enchantée de vous rencontrer, ma chère. Sophie serra la main offerte, notant comment les bagues coûteuses de Victoria pressaient contre ses doigts. Le plaisir est pour moi. Sophie travaille dans la préservation de la mode vintage, dit James Carver, et Sophie reconnut la version adoucie de sa vie qu'il avait créée. Comme c'est intéressant, sourit Victoria, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux bleus glaciers. James Carver a toujours été attiré par les projets. Le mot projet fut prononcé avec une telle condescendance que Sophie sentit ses joues s'enflammer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, James Carver intervint. Si vous voulez bien nous excuser, je dois saluer le sénateur Peterson. Alors que James Carver s'éloignait, Sophie se retrouva seule avec Victoria, qui continuait de sourire de ce sourire acéré. Puis-je vous poser une question personnelle, ma chère? Victoria n'attendit pas de réponse. Combien vous paie-t-il? Sophie eut l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Pardon? Oh, ne jouez pas les innocentes. James Carver a un schéma très spécifique. Des femmes jeunes, belles, dans le besoin, il aime être le sauveur, vous savez. Ça le fait se sentir puissant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Victoria rit un son cristallin et cruel. Bien sûr que si. Laissez-moi deviner. Vous aviez besoin d'argent pour quelque chose d'important, une famille malade, des dettes. James Carver est apparu comme un chevalier en armure brillante offrant une solution. Sophie ne répondit pas, mais son expression dut tout trahir car le sourire de Victoria s'élargit. Je m'en doutais. Vous savez que vous n'êtes pas la première, n'est-ce pas? Il y avait Rachel, fille d'un courtier en faillite. Lorraine, essayant de sauver la ferme familiale, et Emilio, Émilie était spéciale. Eliatenu presque un âne. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous semblez douce, et je n'aime pas voir les femmes douces se faire blesser. James Carver se lasse rapidement. Quand cela arrivera, vous serez écarté comme toutes les autres. Sophie sentit le monde vaciller légèrement. Vous mentez. Vraiment? Victoria inclina la tête. James Carver ne vous a jamais dit que nous étions fiancés, que j'étais dans le même arrangement il y a 3 ans. La différence est que j'étais assez intelligente pour appartenir à son monde. Si vous étiez fiancés, pourquoi ne vous êtes-vous pas mariés? Le sourire de Victoria vacilla une seconde. Parce que j'ai découvert qu'il payait d'autres femmes, même pendant que nous planifions notre mariage. James Carver collectionne les gens, ma chère, surtout les gens brisés qu'il peut réparer. Sophie regarda à travers la salle de bal où James Carver discutait avec un groupe d'hommes plus âgés. Il semblait si contrôlé, si maître de lui, exactement comme le premier jour où ils s'étaient rencontrés. Tout cela avait-il été une performance élaborée? Vous vous demandez si quelque chose était réel, n'est-ce pas? Victoria suivit son regard. Laissez-moi vous épargner la peine de le découvrir. Ça ne l'était pas pour James Carver. Vous êtes juste la dernière d'une longue lignée de projets de charité. Sophie s'excusa et courut aux toilettes, sa vision brouillée par des larmes qu'elle refusait de verser en public. Dans le miroir, elle vit ce que Victoria avait vu,
Une femme déplacée, portant des diamants empruntés et prétendant appartenir à un monde qui ne serait jamais le sien. Quand elle sortit des toilettes 15 minutes plus tard, James Carver avait disparu. Sophie le chercha dans la salle de bal, mais il n'était nulle part. Un serveur lui dit qu'il avait vu M. Carver partir quelques minutes plus tôt. Sophie saisit son téléphone, tapant un message rapide. « Je ne me sens pas bien, je rentre chez moi. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle ne pouvait pas affronter James Carver maintenant, pas quand chaque mot de Victoria résonnait dans sa tête, pas quand elle commençait à se demander si tout ce qu'elle avait commencé à croire était un mensonge soigneusement construit. Alors que le taxi la ramenait à Brooklyn, Sophie regardait par la fenêtre les lumières de Manhattan s'éloigner. Pour la première fois en des semaines, elle se sentait à nouveau elle-même petite, ordinaire, et terriblement seule. James Carver trouva Victoria sur la terrasse du Plaza, fumant une cigarette avec la même élégance calculée qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. La rage qui bouillonnait en lui depuis qu'il avait découvert que Sophie avait disparu déborda enfin. « Qu'est-ce que tu lui as dit, bon sang ?» Victoria se tourna lentement, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres rouges. « James Carver, chérie, tu sembles perturbé. Sophie est sortie d'ici comme si elle avait vu un fantôme, et j'ai l'impression que ce fantôme a ton visage. Je n'ai fait que clarifier certaines choses pour cette fille concernant ton passé avec les jeunes femmes dans le besoin. » James Carver avança, sa voix dangereusement basse. « Quel passé, Victoria ? Oh, s'il te plaît. Rachel Morrison, Lauren Chen, Emily Davis. Dois-je continuer ?» Victoria tira une bouffée théâtrale. « Toute jeune, toute brisée, toute payée par toi pour être ta compagnie jusqu'à ce que tu te lasses et passes à la suivante. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment ?» Victoria rit un son tranchant. « J'étais ta fiancée, James Carver. J'ai vu comment tu opérais à l'époque. Toujours besoin d'être le sauveur. Toujours à collectionner les gens abîmés pour les réparer. » James Carver sentit une fureur froide l'envahir. « La différence entre toi et Sophie, c'est que Sophie n'a jamais eu besoin d'être réparée. Elle était déjà parfaite. » Le sourire de Victoria vacilla. « Comme c'est romantique et totalement faux. Tu es jalouse. » « Jalouse ?» Victoria jeta sa cigarette avec force. « D'une vendeuse de boutique ? S'il te plaît ? Jalouse parce qu'elle a accompli quelque chose que tu n'as jamais pu. Me faire ressentir quelque chose de réel. » Les mots sortirent avant que James Carver ne puisse les arrêter. Mais dès qu'il les prononça, il sut qu'ils étaient vrais. Sophie avait fait quelque chose qu'aucune femme avant elle n'avait réussi. Elle avait brisé ses défenses sans même essayer. « Va au diable, James Carver. »« J'y suis déjà, » répondit-il, s'enfuyant. James Carver passa les 2 jours suivants à chercher Sophie. Elle ne répondait pas à ses appels, n'ouvrait pas la porte de son appartement, et quand il se rendit à la boutique, Madame Lin lui dit qu'elle avait demandé quelques jours de congé. Ce fut Clara, son assistante, qui le trouva enfin dans son bureau à 2 heures du matin le 3e jour, entouré de papiers froissés et de plusieurs tasses de café froid. « Monsieur Carver, Mademoiselle Bennett est à l'hôpital Mount Sinai, elle d'oncologie. » James Carver ne se souvenait pas avoir couru aussi vite de sa vie. Sophie était assise sur une chaise en plastique inconfortable dans le couloir de l'hôpital, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle portait un jean et un chemisier simple, la première fois que James Carver la voyait sans les robes coûteuses et les bijoux empruntés qui étaient devenus son armure dans cet étrange monde. Elle leva les yeux lorsqu'elle l'entendit approcher, et James Carver vit quelque chose se briser dans son expression. « Comment m'avez-vous trouvé ? » « Peu importe. » James Carver s'agenouilla devant sa chaise, se moquant des regards curieux du personnel médical passant par là. « Sophie, à propos de ce que Victoria a dit. Était-ce vrai ?» La voix de Sophie était rauque d'avoir pleuré. « À propos des autres femmes ?» James Carver ferma les yeux. « Oui et non. Ce n'est pas une réponse, James Carver. Oui, il y avait d'autres femmes. Oui, je les ai aidées financièrement. Non, ça n'a jamais été comme ça. » Il ouvrit les yeux, rencontrant les siens. « Je n'ai jamais tenu à aucune d'elles, Sophie. C'était des transactions, des affaires. Et moi ? Suis-je juste une autre affaire ? Vous l'étiez ?» Les mots faisaient mal à dire, mais il continua. « Au début, vous l'étiez. Mais quelque part entre votre première réponse sarcastique et la manière dont vous me regardez quand vous pensez que je ne vous vois pas, vous êtes devenu tellement plus. » Sophie secoua la tête. « Je ne peux plus faire ça, James Carver. Je ne peux pas continuer à prétendre que j'appartiens à votre monde. Alors ne prétendez pas. » « Quoi ?» James Carver prit ses mains, remarquant combien elles étaient froides et tremblantes. « Oubliez le contrat. Oubliez les événements sociaux, les vêtements coûteux et toutes ces bêtises. Restez avec moi parce que vous le voulez, pas parce que vous êtes payé pour le faire. » Sophie le regarda comme s'il était devenu fou. « James Carver, yetem. » Les mots tombèrent entre eux comme des bombes, résonnant dans le couloir de l'hôpital. James Carver n'avait jamais dit ces mots à personne, ni à Victoria, ni à aucune autre. Mais là, agenouillé sur le sol froid de l'hôpital, il semblait être la seule vérité qui comptait.
Non, murmura Sophie, les larmes recommençant à couler. Tu ne peux pas dire ça maintenant. Pourquoi pas? Parce que ma mère est en train de mourir. Le mot sortit comme un cri étouffé. Les médecins ont dit que le traitement ne fonctionne pas. Elle a peut être des semaines, pas des mois. James Carver sentit le monde s'arrêter. Sophie, et je suis tombée amoureuse de toi. Les mots sortirent entre les sanglots. Même en sachant que c'était stupide, même en sachant que nous venions de mondes différents, je suis tombée amoureuse de toi. Et maintenant, je ne sais pas si quoi que ce soit était réel. James Carver leva les mains pour encadrer son visage, ses pouces essuyant les larmes. Ceci est réel. Ce que je ressens pour vous est réel. Le reste nous pouvons le comprendre ensemble. Comment? Épouse-moi. Sophie arrêta de pleurer, le fixant comme s'il était un étranger. Quoi? Épouse-moi pas dans le cadre d'un contrat ou d'un accord. Épouse-moi, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi dedans. James Carver, tu es fou. Probablement. Il sourit à travers ses propres larmes. Mais je suis fou amoureux de toi, Sophie Bennett. Et si tu me donnes une chance, une vraie chance? Pas un contrat, je passerai le reste de ma vie à prouver que c'est vrai. Une infirmière apparut dans le couloir. Mesdemoiselles Bennett. Votre mère est réveillée et vous demande. Sophie se leva, essuyant son visage avec le dos de ses mains. Je sais. Elle hésita, le regardant. James Carver. Oui. Donne-moi du temps pour réfléchir. Autant de temps que tu as besoin. Alors que Sophie disparaissait dans le couloir vers la chambre de sa mère, James Carver resta agenouillé sur le sol froid, réalisant que pour la première fois de sa vie adulte, son avenir était complètement hors de son contrôle. Et étrangement, cela ne l'effrayait pas autant qu'il aurait dû, car pour la première fois, il avait trouvé quelqu'un qui valait plus que tout pouvoir ou contrôle qu'il pouvait exercer. Une semaine passa dans un étrange limbo. James Carver respecta la demande de Sophie pour de l'espace, mais chaque jour, il envoyait des fleurs à l'hôpital, pas des arrangements extravagants qui criaient l'argent, mais de simples marguerites qu'il se souvenait qu'elle avait mentionnées comme étant les préférées de sa mère. Sophie passait ses journées dans la chambre 314, regardant sa mère mener une bataille qu'elle savait toutes deux perdue. Ellen Bennett avait toujours été une petite femme, mais maintenant elle semblait fragile comme du papier, ses yeux encore brillants de l'intelligence et de l'amour qui avaient guidé Sophie tout au long de sa vie. Vas-tu me parler de lui, ou allons-nous continuer à prétendre que ces fleurs apparaissent magiquement chaque jour? Demanda Hélène un jeudi après-midi, sa voix faible mais toujours avec ce ton maternel, qui n'acceptait pas les mensonges. Sophie leva les yeux du livre qu'elle faisait semblant de lire. Maman Sophie Catherine Bennett. Yeung Kancher. Je ne suis pas aveugle, et je ne suis définitivement pas stupide. Hélène pointa les marguerites fraîches sur le rebord de la fenêtre. Ces fleurs coûtent une fortune à avoir tous les jours, et tu te promènes avec l'air d'avoir perdu ton meilleur ami et gagné $1 million en même temps. Sophie soupira, fermant le livre. C'est compliqué. Les meilleures choses le sont généralement. Il m'a demandé de l'épouser. Hélène tenta de se redresser dans son lit. Et je ne sais pas quoi faire. L'aimes-tu? La question simple frappa Sophie comme un coup de poing. Est-ce que ça compte, ma chérie? C'est la seule chose qui compte. Sophie se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Oui, je l'aime plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. Mais tu as peur. Nous venons de mondes complètement différents, maman. C'est James Carver, PDG, millionnaire, un homme qui dîne avec des sénateurs et a plus d'argent que je ne peux l'imaginer. Et moi, je suis moi. Hélène resta silencieuse un moment. Puis-je le rencontrer? Maman Sophie. Si ma fille va épouser un homme, je veux le rencontrer avant de mourir. Le mot mourir fit encore tressaillir Sophie, mais elle hocha la tête. Je vais l'appeler. James Carver arriva 2 heures plus tard, portant non pas des fleurs, mais un petit plant de lavande en pot. Sophie observa depuis l'encadrement de la porte alors qu'il s'approchait du lit de sa mère. Sa confiance habituelle remplacée par quelque chose ressemblant à de la nervosité. Madame Bennett, dit-il, sa voix plus douce que Sophie ne l'avait jamais entendue. Jesus James Carver. L'homme qui remplit ma chambre de fleurs, répondit Hélène, mais elle souriait. Et qui a fait que ma fille ressemble à quelqu'un frappé par la foudre? James Carver sourit en retour. Coupable des 2 chefs d'accusation. Asseyez-vous, ordonna Hélène, pointant la chaise à côté du lit. Je veux rencontrer l'homme qui a conquis le cœur de ma Sophie. Ce qui suivit fut l'une des conversations les plus surréalistes de la vie de Sophie. Sa mère, qui n'avait jamais connu autre chose que la classe ouvrière de Brooklyn, parlait avec James Carver comme s'ils étaient de vieux amis. Elle lui posa des questions sur son travail, sa famille, ses projets d'avenir, et James Carver répondit avec une honnêteté que Sophie n'avait jamais vue en lui. Puis-je vous poser une question personnelle, James Carver? Demanda Hélène après 1 heure. Pinsua. Pourquoi ma fille? James Carver regarda Sophie, puis revint à Hélène. Parce qu'elle m'a donné envie d'être un meilleur homme. Parce que quand elle rit de mes mauvaises blagues, j'ai l'impression d'avoir conquis le monde. Parce qu'elle est courageuse,
intelligente et a un cœur assez grand pour aimer même quand elle devrait se protéger. Et l'aimez-vous? Plus que ma propre vie. Hélène hocha lentement la tête. Bonne réponse. Elle tendit sa main fine, prenant celle de James Carver. Mais soyons clairs sur une chose. Oui, madame. Si vous faites du mal à ma fille, si vous la faites se sentir ne serait-ce qu'une seconde comme si elle n'était pas assez bien pour vous, je reviendrai d'outre-tombe. Et je vous entrai pour le reste de votre misérable vie. James Carver rit doucement, serrant sa main. J'accepte ces termes. Et une chose de plus. Tout ce dont vous avez besoin. Hélène le regarda directement dans les yeux. Ne laissez jamais la peur l'emporter sur l'amour. Promettez-moi cela. Je promets. Ce soir-là, Sophie marcha avec James Carver jusqu'au parking de l'hôpital. Le silence entre eux était chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas dit. Votre mère est incroyable, dit enfin James Carver. Elle vous aime. S'estrare, Sophie. James Carver s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Ce que votre mère a dit à propos de ne pas laisser la peur l'emporter sur l'amour, elle me parlait, mais je pense qu'elle vous parlait aussi à vous. Sophie sentit les larmes brûler ses yeux. James Carver, épouse-moi. Cette fois, sa voix était ferme, sans la désespérance d'il y a une semaine. Pas parce que vous avez besoin d'argent, pas parce que c'est dans le cadre d'un contrat. Épouse-moi parce que tu m'aimes. Et si ça ne marche pas? Et si nous découvrons que nous sommes trop incompatibles, et si ça marche? James Carver prit ses mains. Et si nous découvrons que nous sommes exactement ce dont l'autre a besoin? Sophie le regarda vraiment. Elle vit l'homme qui s'était présenté à l'hôpital sans y être invité, qui s'était agenouillé sur le sol froid pour déclarer son amour, qui avait parlé avec sa mère mourante avec gentillesse et respect. Oui, murmura-t-elle. Oui. Oui, je t'épouserai. James Carver l'embrassa là, dans le parking de l'hôpital, sous les lumières fluorescentes et l'odeur de désinfectant, et Sophie pensa qu'elle n'avait jamais été dans un endroit plus parfait. 3 jours plus tard, James Carver retourna à l'hôpital. Cette fois, il s'agenouilla à côté du lit d'Hélène, pas de Sophie. Madame Bennett. J'aimerais demander votre bénédiction pour épouser votre fille. Hélène sourit, ses mains tremblantes touchant son visage. Vous avez ma bénédiction, mon fils, et ma gratitude. Vous prendrez soin d'elle quand je ne pourrai plus le faire. Avec ma vie, promit James Carver. Bonne réponse, répéta Hélène. Mais cette fois, ces mots sortirent dans un murmure. Sophie observa depuis l'encadrement de la porte, sachant qu'elle assistait à quelque chose de sacré, le passage d'une génération à l'autre, l'amour transféré d'une forme à une autre. Et quand James Carver se leva et lui tendit la main, Sophie sut qu'elle était prête pour ce qui viendrait ensuite. La peur était toujours là, mais l'amour était plus grand. L'amour serait toujours plus grand. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Hélène Bennett avait fermé les yeux pour la dernière fois, tenant la main de Sophie dans l'une des siennes et celle de James Carver dans l'autre. Les funérailles avaient été simples, comme elle l'avait demandé, des fleurs de jardin au lieu d'arrangements coûteux, des histoires partagées au lieu de discours formels, et le genre d'amour sincère que nul montant d'argent ne pouvait acheter. Maintenant, Sophie se tenait sur la terrasse de la maison à Alpharetta, en Géorgie, regardant le soleil du matin filtrer à travers les arbres du jardin. La maison de James Carver était différente de ce qu'elle avait imaginé, pas la forteresse froide de verre et d'acier qu'elle avait envisagée, mais une vieille construction en briques avec des jardins sauvages et des coins douillets qui semblaient faits pour accueillir ceux qui y vivaient. Café. James Carver apparut derrière elle, 2 tasses fumantes dans les mains. Massé. Sophie accepta la tasse, remarquant comment il semblait encore légèrement surpris de la trouver là chaque matin, comme s'il ne pouvait toujours pas croire qu'elle avait choisi de rester. Il s'était marié 2 semaines après la mort d'Hélène dans une petite cérémonie dans une église du Connecticut. Ce n'était pas le mariage de conte de fées que les magazines de société attendaient. Sophie avait porté la robe de mariée de sa mère, modifiée par une couturière locale, et James Carver avait pleuré lorsqu'elle avait descendu l'allée au son d'un orgue désaccordé. « Comment te sens-tu pour aujourd'hui » demanda James Carver, s'asseyant dans le fauteuil à côté du sien. Aujourd'hui était le jour d'ouverture officielle de la boutique de Sophie, Vintage Ray, au centre-ville d'Alpharetta. James Carver avait insisté pour financer le projet, mais Sophie avait été ferme. Ce serait un prêt avec un taux d'intérêt du marché et un plan de remboursement approprié. Elle voulait construire quelque chose de son propre chef, pas qu'on lui donne quelque chose. Nerveuse, excitée, effrayée que personne ne vienne. Sophie sourit par-dessus le bord de sa tasse. Les sentiments habituels d'un jour d'ouverture, j'imagine. Tu vas tout déchirer. Tu dois dire ça. Tu es mon mari. J'ai dit ça parce que c'est vrai. James Carver prit sa main libre. Sophie, ces derniers mois, je t'ai vu transformer un espace vide en une œuvre d'art. Je t'ai vu gagner la confiance de femmes qui n'avaient jamais entendu parler de toi. Tu vas tout déchirer parce que c'est qui tu es. Sophie sentit cette vague familière de chaleur qui venait toujours quand James Carver la regardait ainsi, comme si elle était la chose la plus précieuse de son monde. James Carver. Ouais. Je suis heureuse. Les mots étaient simples, mais James Carver sourit comme si elle lui avait donné le monde. Moi aussi.
La matinée passa dans un tourbillon de préparatifs de dernière minute. Sophie ajustait un mannequin lorsqu'elle sentit une étrange vague de vertige. Elle s'appuya contre le mur, attendant que ça passe, mais au lieu de cela, son estomac se souleva violemment. Elle atteignit à peine la salle de bain à temps. « Sophie !» La voix de son assistante, Mia, vint de l'autre côté de la porte. « Ça va ? » « Je vais bien », parvint à répondre Sophie, bien qu'elle ne le soit clairement pas. Ça doit être les nerfs. Mais quand cela se reproduisit une heure plus tard, puis une fois encore lorsque James Carver arriva pour le déjeuner, Sophie commença à suspecter que ce n'était pas les nerfs. « Tu es pâle », observa James Carver, touchant son front. « Peut-être devrions-nous annuler l'ouverture. »« Absolument pas. » Sophie s'écarta de sa main. « Je vais bien. » Mais elle n'allait pas bien. Tout l'après-midi, des vagues de nausées la frappèrent à des moments aléatoires. Quand elle renvoya enfin Mia chez elle et ferma la boutique, Sophie se rendit directement à la pharmacie. 3 tests, tous positifs. Sophie fixa les 2 lignes roses sur le dernier test, son esprit complètement vide. Enceinte. Elle était enceinte. Elle et James Carver avaient parlé d'enfants en termes abstraits un jour dans le futur, quand ils seraient plus établis, quand ils auraient plus de temps. Mais ce jour était devenu aujourd'hui, et Sophie ne savait pas ce qu'elle en pensait. Elle rentra chez elle en pilote automatique, les tests cachés dans son sac comme de petites bombes prêtes à faire exploser leur vie soigneusement construite. James Carver était dans la cuisine lorsqu'elle arriva, préparant le dîner avec la concentration qu'il appliquait à tout dans sa vie. Il était devenu un cuisinier étonnamment bon ces derniers mois, découvrant qu'il aimait la précision et la créativité que cela demandait. « Comment s'est passé le reste de l'après-midi » demanda T, il sans se retourner de la cuisinière. « C'était bien. » Sophie laissa tomber son sac sur la table de la cuisine, les tests brûlant pratiquement un trou dans le cuir. « James Carver. Hey jamais. J'ai besoin de te dire quelque chose. » Quelque chose dans sa voix le fit se retourner complètement. « Qu'est-ce que c'est » Sophie sortit l'un des tests de son sac, le posant sur la table entre eux. « Je suis enceinte. » James Carver fixa le petit dispositif en plastique un long moment, comme s'il s'agissait d'une énigme à déchiffrer, puis il regarda Sophie, et elle vit quelque chose d'inattendu dans ses yeux, une joie pure. « Enceinte » répéta-t-il, comme s'il testait le mot. « Je sais que nous n'avions pas prévu ça. Je sais que c'est trop tôt. » Je sais que James Carver traversa la cuisine en 3 grandes enjambées, prenant Sophie dans ses bras et la faisant tournoyer dans les airs. « Nous allons avoir un bébé. James Carver, repose-moi avant que je vomisse sur toi. » Sophie rit malgré elle. Il la reposa doucement, mais garda ses mains sur sa taille. « Désolé, c'est juste Sophie, nous allons avoir un bébé. Es-tu heureux ? » « Heureux ?» James Carver rit, un son riche et sincère. « Sophie, je suis plus qu'heureux. Il n'y a pas de mots pour ce que je ressens. » Sophie sentit les larmes brûler ses yeux, des larmes de soulagement, de joie, d'amour débordant. « Donc, tu veux ça ? Tu veux fonder une famille avec moi ? Je veux tout avec toi ?» James Carver encadra son visage avec ses mains. « Je veux construire une vie avec toi, avoir des enfants avec toi, vieillir avec toi. Je veux me réveiller chaque jour pendant les 50 prochaines années en sachant que tu es à moi. » Il l'embrassa alors, doucement et révérencieusement, comme si elle était quelque chose de sacré, et Sophie pensa que peut-être elles l'étaient eux deux ensemble, créant une vie, construisant un avenir que ni l'un ni l'autre n'avait imaginé possible il y a quelques mois. « J'ai peur » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Moi aussi. Mais nous aurons peur ensemble. » Sophie rit à travers ses larmes. « Ce n'est pas très réconfortant. Alors laisse-moi réessayer. » James Carver posa son front contre les siennes. « Sophie Carver, tu vas être une mère incroyable, et je ferai tout en mon pouvoir pour être le genre de père que notre enfant mérite. » Sophie Carver, répéta-t-elle, souriant. « Jamie habitue encore. Nous avons le reste de nos vies pour que tu t'y habitues. » Alors qu'il se tenait là dans la cuisine, s'enlaçant dans la lumière dorée du coucher de soleil, Sophie sentit quelque chose s'installer profondément dans sa poitrine, un sentiment de complétude qu'elle n'avait jamais connu. Ils avaient commencé comme des étrangers, réunis par un malentendu. Mais d'une manière ou d'une autre, ils étaient devenus une famille. Et maintenant, avec une nouvelle vie grandissant en elle, Sophie comprit enfin ce que sa mère avait voulu dire en disant de ne jamais laisser la peur l'emporter sur l'amour. 6 mois plus tard, Sophie était assise sur la terrasse de la maison, une main reposant sur son ventre arrondi, regardant James Carver apprendre à sa mère, qui avait miraculeusement récupéré et venait maintenant une fois par mois, comment faire sa célèbre lasagne végétarienne. La scène était si parfaitement domestique que parfois Sophie devait se pincer pour s'assurer que c'était réel. « Non, James Carver, tu mets trop de fromage », la voix de sa mère flottait à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. « Maman, il n'y a pas de trop de fromage quand il s'agit de lasagne », répondit James Carver. Et Sophie sourit, entendant l'affection sincère dans sa voix lorsqu'il appelait sa mère maman. La récupération miraculeuse d'Hélène avait été aussi inattendue que complète, les médecins ne pouvaient pas l'expliquer.
Être était-ce le nouveau traitement expérimental? Peu, être était-ce le bonheur de voir sa fille mariée et enceinte? Ou peu, être était-ce simplement le pouvoir de l'amour, plus fort que tout diagnostic médical? Sophie, ma chérie, viens nous aider avant que ton mari ne ruine ma recette, cria Hélène depuis l'intérieur de la maison. Sophie se leva lentement, ses mains soutenant son dos douloureux. À 7 mois de grossesse, elle avait développé une nouvelle appréciation pour l'expression grosse comme une maison. Mais James Carver semblait la trouver plus belle chaque jour. Dans la cuisine, elle trouva la scène familière. James Carver couvert de farine jusqu'au coude, essayant de suivre les instructions méticuleuses de sa mère, qui supervisait chaque mouvement avec l'intensité d'un général commandant des troupes. « Tu sais qu'il dirige une entreprise de plusieurs milliards, n'est-ce pas ?» dit Sophie à sa mère, embrassant sa joue. « Diriger une entreprise et faire des lasagnes sont des compétences complètement différentes, répondit sérieusement Hélène. L'une requiert de la logique. L'autre requiert de l'âme. » James Carver leva les yeux au ciel, mais souriait. « Ta mère est une tyran culinaire. Et tu adores ça, lança Sophie en retour, volant un morceau de fromage dans le bol. Je déteste l'admettre, mais oui. Ils travaillèrent ensemble dans la cuisine, 3 personnes qui étaient devenues une famille de manière inattendue. Sophie observa James Carver et sa mère discuter de la quantité appropriée d'assaisonnement et sentit son cœur déborder de gratitude. Plus tard ce soir-là, après qu'Hélène fut partie dans la chambre d'amis et que la lasagne eut été dévorée avec les éloges appropriés, Sophie et James Carver étaient de retour sur la terrasse. La nuit était chaude et parfumée de jasmin du jardin, et les étoiles parsemaient le ciel comme des diamants éparpillés sur du velours noir. « Tu te souviens quand tu as dit que j'étais une complication ?» demanda Sophie, s'installant contre la poitrine de James Carver sur la chaise longue double qu'ils avaient achetée spécifiquement pour ces nuits. « Mèche !» James Carver passa ses doigts dans ses cheveux. « La meilleure complication que j'ai jamais eue. Notre fille va être encore plus compliquée. Elle va être parfaite. Comment es-tu si sûr que c'est une fille? » Intuition masculine. Sophie rit. John existait, passe. Si, ça existe. Et elle sera exactement comme toi, têtue, intelligente, et tout à fait capable de me rendre fou d'amour. Sophie tourna la tête pour le regarder. Penses-tu vraiment que nous allons y arriver? Que nous serons de bons parents? James Carver resta silencieux un moment, considérant la question avec le sérieux qu'elle méritait. Je ne sais pas si nous serons de bons parents dès le premier jour, mais je sais que nous essaierons de toutes nos forces. Et je sais que notre fille grandira en sachant qu'elle est aimée. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je te regarde et je vois le genre de femme qui s'est sacrifiée pour sa mère, qui a construit une vie de toutes pièces, qui a eu le courage d'aimer un homme têtu comme moi. Si cette femme est la mère de ma fille, elle grandira en sachant qu'elle peut tout conquérir. Sophie sentit les larmes familières brûler ses yeux. La grossesse l'avait rendue émotionnellement instable, mais ceci était différent. C'était l'amour pur se manifestant sous forme liquide. Et si je te disais que je pense aussi que c'est une fille? Alors nous sommes officiellement en difficulté, James Carver rit. Pourquoi? Parce que 2 femmes Carver têtues dans la même maison? Je vais passer le reste de ma vie à être en minorité. Et détestes-tu être en minorité? James Carver embrassa le sommet de sa tête. Sophie, avant toi, je contrôlais tout, chaque décision, chaque résultat, chaque variable. C'était solitaire, mais c'était sûr. Et maintenant, je me réveille chaque jour sans savoir exactement à quoi m'attendre. Tu me surprends constamment. Et dans quelques mois, nous aurons une petite personne qui nous surprendra encore plus. C'est terrifiant et merveilleux à la fois. Sophie s'installa plus profondément contre lui, sentant le bébé donner un coup contre ses côtes comme s'il était d'accord avec la conversation. James Carver. Ouais. Qui aurait pensé que tout a commencé par un message envoyé au mauvais numéro? James Carver resta silencieux un moment, et Sophie sentit sa poitrine se soulever et retomber avec une profonde inspiration. Ce n'était pas une erreur, dit-il enfin, sa voix basse et pleine de conviction. Que veux-tu dire? Ce message, ce mauvais numéro, la manière dont tout s'est déroulé, ce n'était pas une erreur, Sophie. C'était le destin. Sophie se tourna dans ses bras pour pouvoir le voir correctement. Crois-tu vraiment ça? Je crois que certaines choses sont plus grandes que le hasard. Je crois que tu étais exactement ce dont j'avais besoin au moment précis où j'en avais besoin, même si aucun de nous ne le savait à l'époque. Et si je n'avais jamais tapé le mauvais numéro? Alors je serais encore assis dans mon bureau à contrôler des chiffres sur une feuille de calcul, pensant que c'était vivre. James Carver toucha au semen son ventre. Au lieu d'être ici avec ma femme enceinte dans mes bras, attendant la naissance de notre fille, avec ta mère dans la maison d'à côté préparant des plans pour gâter notre fille à outrance. Sophie rit à travers ses larmes. Elle va absolument la gâter, et ce sera merveilleux. Ils restèrent silencieux un moment, absorbant la perfection simple de l'instant. Le jardin chuchotait autour d'eux, la nuit les enveloppait comme une couverture, et Sophie sentit une paix profonde s'installer dans ses seaux. Sophie. Ouais. Merci. Pourquoi? Pour avoir tapé le mauvais numéro.
Pour avoir été assez courageuse pour répondre à mes messages. Pour m'avoir donné une chance quand je ne la méritais pas. Pour m'avoir appris que certaines choses sont plus importantes que le contrôle. Sophie se hissa pour l'embrasser, un baiser doux, plein de promesses pour l'avenir. Merci. Pourquoi? Pour avoir répondu. Et là, sous les étoiles de Géorgie, avec sa mère dormant dans la pièce d'à côté et son bébé donnant des coups doux en elle, Sophie sut que James Carver avait raison. Ce n'était pas une erreur. C'était exactement ce que le destin avait prévu depuis le début. Parfois, l'amour arrive de la manière la plus inattendue, à travers un numéro mal tapé, à travers un malentendu qui se transforme en une compréhension parfaite. Sophie et James Carver découvrirent que le destin a ses propres plans, même lorsque nous pensons tout contrôler. Un message perdu devint une vie trouvée, prouvant que les erreurs les plus belles sont celles qui nous mènent exactement là où nous sommes censés être. Et en fin de compte, il n'y a pas de mauvais numéro, juste des connexions attendant de se produire.